Mon top 10 des films de 2025. Alors c'était une année très chargée, j'ai vu environ 260 films, de ce que j'ai compté, en trichant un peu, en comptant les courts-métrages étant du cinéma, mais bon, la plupart des gens, quand on pense à film, on pense long-métrage, en général de fiction, et j'ai pu tous les classer, et encore j'ai pas tout vu, il m'en manque quelques-uns. Désolé si votre film préféré n'est pas dans le top, je l'ai sûrement pas vu. Évidemment, je précise que c'est totalement subjectif, que mes films préférés n'engagent que moi, c'est les films que j'ai trouvés les plus intéressants, les plus passionnants, les plus touchants. Je suis conscient que c'est des films qui sont pas parfaits, mais c'est les films qui m'ont le plus parlé en tout cas. En mention honorable, je mets Frankenstein de Guillermo del Toro, sur lequel j'ai déjà fait une vidéo donc je vais pas revenir dessus. Un simple accident de Jafar Panahi, la Palme d'Or de cette année. Un thriller politique iranien sur l'enlèvement d'un tortionnaire qui travaillait pour la dictature iranienne, qui questionne la légitimité de la violence politique sur les individus dans un système où cette violence peut complètement se retourner contre eux. Et Je suis toujours là de Walter Salles, un film brésilien sur la disparition d'un opposant politique à la dictature militaire au Brésil, qui parle de la manière dont les films de famille et la petite histoire s'inscrit toujours dans la grande. Sur ce, je commence mon top 10. Je vais tenter d'argumenter le plus rapidement possible, histoire que ça soit un peu digeste, et j'espère vous faire découvrir quelques films. En numéro 10, à égalité, Black Dog de Guan Hu et Météore de Hubert Charuel. Alors pourquoi égalité? Parce que les deux films parlent exactement de la même chose, du sentiment de solitude et d'abandon de la jeunesse dans la campagne, le sentiment d'échec, de stagnation, d'individus qui sont vus comme les déchets de leur pays, mais qui sont juste dans un cadre où il n'y a plus du tout d'emploi. J'ai trouvé ça très touchant dans les deux films. Dans Black Dog, c'est un mec qui s'attache à un chien pour contrer sa solitude, dans Météore, c'est un groupe de potes, et que ce soit en Chine, à l'autre bout du monde ou en France, les milieux ruraux sont complètement délaissés, et c'est quelque chose qui me parle beaucoup, parce que j'ai pu grandir dans un milieu comme ça, où les gens sont complètement perdus et déprimés. J'ai trouvé que ça fonctionnait très bien dans les deux films, et c'est vraiment important à mes yeux qu'on nous dise votre histoire mérite d'être racontée, vous avez une histoire de cinéma, vous n'êtes pas seul, c'est pas parce que vous ne vivez pas de grandes aventures que votre histoire n'est pas un vecteur d'émotion. En numéro 9, La voix de Hind Rijab de Kauter Benania, un docu-fiction sur l'assassinat d'une petite fille de 6 ans en Palestine, une Gazaoui qui a essayé d'appeler le Croissant Rouge, un centre d'appel d'urgence cisjordanien, et qui a été tuée, elle et toute sa famille, par 350 balles de la part de l'armée israélienne. La spécificité de ce film, un peu comme le précédent film de la réalisatrice Les Filles d'Olpha, c'est que la barrière entre le documentaire et la fiction devient un peu floue. Au lieu de reproduire entièrement l'appel de cette petite fille avant son assassinat, on a décidé d'utiliser des archives, des appels téléphoniques. Ce qu'on entend dans le film, c'est la vraie voix de Hind Rijab. Donc on a un mélange entre de réelles archives et des reproductions avec des acteurs. C'est absolument terrifiant. Il faut vraiment s'accrocher en entendant la voix de cette gosse, ses photos de famille, ses films de famille, c'est d'utilité publique. Il finit un peu bas dans mon classement parce que je me questionne un peu sur le dispositif. Je me demande si c'est pas un peu vain d'avoir fait une partie fiction. Pourquoi ne pas avoir fait un réel documentaire? Parce qu'il y a des moments où on met en parallèle les réelles archives et les acteurs. Il y a une scène où il y a une dame qui est en train de filmer avec son téléphone portable et on voit sur le téléphone la vraie vidéo des vraies personnes qui étaient là à ce moment-là, avec en arrière-plan les acteurs en train de jouer la scène. Mais du coup, je me demande pourquoi avoir singé une réalité qui a été filmée plutôt que de faire un documentaire là-dessus. Je n'ai pas vu Put Your Soul on Your Hand and Walk, un autre documentaire sur le génocide palestinien, mais j'imagine que c'est un peu plus tenu à ce niveau-là. Il n'empêche que la voix de Hind Rijab, c'est vraiment très émouvant et c'est effrayant, tout simplement, qu'on ait des archives d'une petite fille qui se soit fait tuer par plus de 300 balles, une enfant, mais qu'apparemment, selon plusieurs personnes, il n'y a toujours pas de génocide en Palestine. Regardez ce film. En numéro 8, Striptease Intégral, une co-réalisation franco-belge adaptée de la série de documentaires des années 80-90, qui était une forme de cinéma-vérité où on filmait en continu des sujets qui étaient en général des sortes de cas sociaux, dont on se moquait jamais, juste on les montrait tels quels, avec une approche un peu cynique, les spectateurs pouvaient se moquer s'ils voulaient, mais c'était pas vraiment l'intention. Le but c'était juste de montrer des gens du peuple, des vrais, qui sont un peu excentriques et qui sont des sujets de cinéma complètement délirants. Donc on les filme en continu pour qu'ils s'habituent à la caméra et qu'ils agissent de manière complètement naturelle. Je trouve que c'est une forme de documentaire qui est passionnante, et là c'est super drôle. Striptease Intégral, c'est au même niveau que la série de l'époque. On a essayé de moderniser ça avec des influenceuses à Dubaï, mais on suit aussi des sujets très classiques comme une actrice de petit théâtre à Avignon qui va être visitée par Francis Lalanne qui est complètement dans un délire ésotérique chelou, ou une meuf ultra écolo qui utilise des papiers toilettes lavables, qui réutilise ce avec quoi elle se torche le cul. C'est vraiment très drôle, c'est exactement dans l'esprit de la série des années 90 que je vous conseille de regarder également si vous l'avez pas vu. Il y a des épisodes très connus comme La soucoupe et le perroquet, ou celui sur le réalisateur Jean-Pierre Mocky qui est super drôle aussi. Et ça vous permettra de voir que les documentaires, contrairement à pas mal d'idées reçues, ce n'est pas que des sujets ennuyeux et mornes, ça peut être aussi très goofy. En numéro 7, Superman
de James Gunn. C'est peut-être le principal blockbuster dans ce top. Alors oui, je sais que le film n'est pas parfait, je sais que c'est un peu décousu dans sa narration, que c'est pas toujours très beau, les CGI, elles sont parfois un peu lisses, mais je pourrais faire une vidéo entière sur Superman tellement j'ai de choses à dire dessus. Pour résumer, en fait j'ai retrouvé exactement l'idée que je me faisais de Superman. Je pense que c'est mon adaptation préférée sur ce super-héros. Non pas que la version de Zack Snyder soit inintéressante, mais je trouve qu'elle a détruit l'image de Superman dans l'inconscient collectif en faisant une espèce de dieu crypto-fasciste ultra fort, ultra musclé, en oubliant complètement l'essence même de Superman, qui est sa bienveillance, son humanisme. J'avais vu quelqu'un dire que le Superman d'Henry Cavill, il se battait comme un policier, là où celui de David Corenswet, il se battait comme un pompier. Je trouve que ça résume parfaitement la chose. Dans Man of Steel, le peuple est complètement invisibilisé. On voit un peu les conséquences dans Batman vs Superman, mais Metropolis, c'est un terrain de jeu à la Dragon Ball pour faire des combats épiques, et on s'en fout complètement des citoyens. On ne voit pas les conséquences sur le peuple. Là, chez James Gunn, on revient à un Superman qui juste sauve des gens, qui pendant ses combats fait attention à toutes les formes de vie, qui est juste un gentil migrant qui a été adopté par des fermiers et qui combat un milliardaire politicien corrompu. Voilà, Superman pour moi c'est ça. C'était très feel good, ça m'a rappelé pourquoi j'aimais les super-héros, c'est très coloré, c'est très pulp aussi. Il montre des choses complètement débiles, mais il le montre avec tellement de sérieux que ça rend le film très attachant parce que ça le rend très sincère et candide. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le fait de nous montrer que quand tu es un super-héros, tu es obligé de te positionner politiquement. Si tu agis pour ce que tu penses être juste en ce monde, surtout à grande échelle, en sauvant le peuple d'un antagoniste qui a ses positions politiques, tu es obligé, en tant que super-héros, de montrer par tes actes que tu as des positions. Et que donc, si les super-héros existaient dans la réalité, ils ne feraient certainement pas l'unanimité. On a pu le voir avec Watchmen ou The Boys par exemple. En numéro 6, Escape from the 21st Century de Li Yang, le Everything Everywhere All at Once chinois, un film d'action pop complètement délirant sur des adolescents dans les années 90 qui voyagent dans le temps en éternuant, avec des idées formelles géniales, une action qui se libère carrément du ratio, un ratio en 4 tiers dans les années 90 et un ratio en 16 tiers pour la fin des années 2010. Qui nous montre la fin des années 2010 telle qu'on l'imaginait à la fin des années 90. Ça fait une forme de rétro-futurisme où, en plus, le film ne se passe pas sur la planète Terre, il se passe sur une autre planète, ce qui permet beaucoup plus de liberté au niveau des lois de la physique, au niveau de l'univers. T'as des scènes d'action où il y a des calques d'animation qui sortent des barres noires du ratio. C'est juste ultra inventif, c'est jouissif, c'est trop cool. En numéro 5, The Brutalist de Brady Corbett. Une grande fresque historique, classique, comme on pouvait en faire à l'époque avec Il était une fois en Amérique de Sergio Leone par exemple. Un grand film de 3h30 filmé en VistaVision, une caméra qui n'avait pas été utilisée depuis 60 ans, qui a été utilisée par Alfred Hitchcock pour filmer Vertigo par exemple, qui a un objectif qui permet d'écraser les perspectives, donc on montre que les architectures sont en train d'écraser le personnage, tout comme les États-Unis sont en train d'oppresser ce protagoniste, qui est un juif hongrois architecte pendant la Seconde Guerre mondiale, qui fuit le fascisme pour découvrir le capitalisme, les migrants qui ont construit les États-Unis, d'où le fait que le personnage soit un architecte, un mec qui construit des bâtiments, tout comme la majorité des ouvriers en bâtiment aux États-Unis étaient des migrants, et le sont toujours d'ailleurs, et qui va découvrir la négligence et le manque de reconnaissance des grands patrons et des bourgeois qui vont l'accueillir, d'où cette affiche et ce plan complètement culte, la statue de la liberté qui est retournée, le symbole du rêve américain qui est renversé, qui est détruit. J'ai trouvé le film passionnant, c'est super beau, la photographie, le cadre, j'ai eu la sensation de revoir un de ces grands films comme on pouvait faire il y a 30-40 ans, à la Laurence d'Arabie par exemple. Donc je vous le conseille fortement. En numéro 4, Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. Quoi de mieux dans l'Amérique de Trump que de montrer un film aussi radicalement positionné politiquement? On y suit un groupe d'anarchistes dans les années 2000 qui se retrouve aujourd'hui retraité. Le personnage de Leonardo DiCaprio, voyant sa fille se faire enlever par un militaire, Sean Penn, qui je pense peut devenir un grand méchant de cinéma culte, à l'instar de, je sais pas, Kevin Spacey dans Seven ou Usual Suspects. Le personnage est trop drôle, cette espèce de militaire suprémaciste blanc qui veut rejoindre une branche du Ku Klux Klan fan de Noël, qui reçoit une décoration qui porte le nom d'un des grands sorciers du Ku Klux Klan et qui en même temps a des kinks sur les femmes afro-américaines et un sentiment de besoin de domination qui est super drôle. On a beaucoup parlé de l'aspect politique du film, mais on n'a pas beaucoup parlé d'à quel point il est drôle. Le personnage de DiCaprio est déjà une caricature en lui-même, c'est vraiment le cliché de l'anarchiste qui est dans sa cabane, qui regarde la bataille d'Alger en fumant des joints, et qui va rencontrer plein de personnages qui sont tous ultra excentriques. Benicio del Toro en prof de judo qui organise des manifestations avec des espions skaters, etc. En fait, le film nous montre un pays ultra déstabilisé, au bord de la guerre civile, qui est tellement cosmopolite qu'il est obligé d'être polarisé. Et tout ça avec une mise en scène en plus, bon, c'est Paul Thomas Anderson, on sait qu'il est trop fort. On a vu There Will Be Blood, The Master, Phantom Thread, mais là le mec il a réussi à créer une scène de tension de
fou, juste avec une course-poursuite sur une ligne droite sur 500 mètres, avec 3 voitures. Je vais pas spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais c'est très fort. On arrive maintenant sur le podium, avec des films qui sont beaucoup moins accessibles, mais j'espère que vous aurez la curiosité d'aller les voir si vous les avez pas vus. On se lance tout de suite avec le numéro 3, Reflet dans un diamant mort, de Hélène Caté et Bruno Forzani. Un film d'espionnage expérimental sur la Côte d'Azur, complètement psyché, c'est incroyable, Reflet dans un diamant mort. J'avais déjà été choc-barre par Laisser bronzer les cadavres, L'étrange couleur des larmes de ton corps. Ils ont des titres de films ultra prétentieux, mais c'est des films ultra arty. Sans déconner, c'est vraiment un truc qui m'absorbe quand je regarde leur cinéma, c'est qu'ils ont une nouvelle idée par plan. À chaque plan, il y a une nouvelle idée de mise en scène, formelle, de photographie, de cadre, de design, c'est ultra créatif. Là, c'est censé rendre hommage aux vieux films d'espionnage pulp à la James Bond, avec des gadgets complètement irréalisables. C'est à la fois giga con et à la fois tellement créatif. Même le générique de début, c'est les noms de l'équipe qui sont en train de défiler au fur et à mesure qu'on avance dans les abysses, sous l'eau. Et au fur et à mesure que le générique avance, les noms des techniciens sont en train de se détériorer. Il y a des idées formelles jusque dans le générique. C'est vraiment incroyable, ça m'a scotché. Alors par contre, ça serait vous mentir que de vous dire que c'est facilement compréhensible. Faut avoir pas mal de regard analytique. Mon interprétation personnelle, c'est que ça parle des différentes itérations d'un genre à travers l'histoire, et du fait que on n'a pas fini de raconter des choses, quel que soit le genre. Là, le personnage de James Bond, par exemple, il a eu différents visages à travers les époques, qui représentaient tous une forme de cinéma différente, un contexte politique différent, et là, Reflet dans un diamant mort vient nous dire, sachez que les films d'espionnage, ils ont pas besoin de tous se ressembler, on peut faire plein de choses différentes avec ça. Le monomythe de Joseph Campbell n'est pas une fin en soi. Je trouve que c'est absolument passionnant, et en plus, même si vous comprenez pas tout, je pense que d'un point de vue sensoriel, vous serez vraiment subjugué par ce que vous verrez. C'est unique comme film. En numéro 2, et je sais que celui-là il a pas mal divisé, Sirat d'Oliver Lax. Alors je comprends pourquoi des gens ont pu détester ce film, parce que c'est très déstabilisant, c'est un film qui est ultra misanthrope et pessimiste, c'est vraiment très sombre, et c'est tout l'intérêt du film justement, c'est le fait que c'est une manière de parler de la fin du monde qui est tellement particulière et qui est tellement représentative de son époque aussi. Parce que je pense que vous avez un peu remarqué qu'on vit une période de crise politique et culturelle qui est particulièrement anxiogène. On vient de passer une année assez ignoble à ce niveau-là. Et si je dois trouver un film qui représente le mieux l'année 2025, je pense que Sirat, c'est le film qui le représente le mieux. C'est un thriller franco-espagnol sur un père de famille qui vient chercher sa fille dans le désert marocain en suivant des teufeurs. Alors déjà, le milieu des rave parties, je pense que c'est un milieu que j'ai jamais vu être représenté au cinéma jusque-là. C'est un peu le milieu des nouveaux marginaux, un peu comme ont pu être les hippies et les punks à leur époque, avant d'être absorbés par le capitalisme de par leurs esthétiques. Mais là, on sent que le réalisateur, c'est un mec qui connaît vraiment le milieu. Les teufeurs, ils dansent comme des teufeurs. On ne peut pas dire qu'on ne ressent pas la fête, parce que c'est exactement comme ça que se passe une rave party. On a eu des films post-apo, des films catastrophes, mais c'est rare qu'on voit des films pré-apocalypse. Là, c'est un film qui parle de la fin du monde, de la fin d'un monde particulièrement. On parle de la Troisième Guerre mondiale, avec une esthétique qui rappellera forcément un peu Mad Max. C'est des punks dans des voitures, dans le désert, qui tapent du pied. Mais moi, ça m'a surtout fait penser au Salaire de la peur d'Henri-Georges Clouzot. Le travail de tension avec des camions au bord de falaise, où à tout moment, tout le monde peut crever. Et le fait de nous dire, t'as beau faire la fête et t'exclure de l'humanité, t'as beau danser, ça n'empêchera pas le monde de continuer de brûler. Donc le film nous demande d'accepter la finalité de l'humanité, à travers aussi le personnage de la fille. Sans spoiler, j'ai vu des gens être déçus de la finalité de l'histoire, mais je trouve que ça a complètement du sens dans les thématiques du film. Le côté saut de la foi vers l'apocalypse. Rien que le titre du film, Sirat, c'est le nom dans l'islam du chemin qui mène vers l'enfer le jour du jugement dernier. C'est vraiment ultra représentatif de son époque, Sirat, j'ai trouvé ça exceptionnel. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, et ça a été pendant assez longtemps mon top 1 de l'année, jusqu'à ce qu'arrive le numéro 1, Résurrection de Bigan. Alors peut-être que j'ai un biais de récence, parce que je l'ai vu il y a pas si longtemps, mais ça m'a foutu une claque, Résurrection. C'est un film chinois, sous forme d'anthologie, en 5 parties, qui représentent chacun les 5 sens, qui raconte l'histoire du cinéma, mais aussi de la Chine. On passe du trafic d'opium à l'espionnage japonais pendant le conflit pour la Mandchourie avec le Japon, à une forme de petite libéralisation économique du pays après la mort de Mao Zedong, la détériorisation des traditions avec le développement technologique, et tout ça de manière ultra passionnante. Ça essaye de rendre hommage aux différentes formes de cinéma. On passe d'abord du côté très carton-pâte de l'expressionnisme allemand, des vieux films muets, aux films noirs, aux thrillers indépendants, jusqu'aux blockbusters de genre actuels qui se veulent un peu plus performatifs grâce aux évolutions technologiques avec des films entièrement
notamment en plan séquence, avec une photographie très léchée. J'ai adoré parce que c'est une lettre d'amour au cinéma, mais pas seulement au cinéma, surtout aux spectateurs. Les films sont immortels, mais les spectateurs ne le sont pas. Et cet hommage aux spectateurs, il est fait d'une manière tellement poétique, le parallèle qui est fait avec la cire des bougies qui est en train de fondre, et les vampires, le fait que le spectateur, concrètement, il perd du temps de vie en regardant des films parce que ça n'a pas d'utilité concrète de regarder des films, dans la tête des libéraux en tout cas. Mais il y a ce côté sacrificiel de je vais me jeter dans la lumière avec ce personnage de vampire qui décide de découvrir la passion en attendant le lever du jour pour voir la lumière, tout comme le spectateur se consume face à la lumière du projecteur, mais le fait volontairement pour ressentir toute forme d'émotion. Je trouve ça tellement beau, une manière de parler de cinéma qui me parle beaucoup. J'adore les films qui parlent de cinéma et je trouve que Résurrection le fait avec une poésie qui est très touchante. Je suis content parce que le premier semestre de l'année 2025 était pas foufou. Finalement, ça s'est bien rattrapé en cette fin d'année. Et j'attends avec impatience l'année 2026 pour voir ce que le cinéma aura à nous réserver. Parce que toutes les civilisations sont mortelles, sauf les films.